Une série Netflix avec Robert De Niro, mais évidemment que j'allais pas louper ça. Eh ben bonjour, bienvenue à tous pour la première critique de l'année en février, il était temps. Et aujourd'hui on va parler de Zero Day, la dernière série Netflix avec Robert De Niro en premier rôle. Je crois que c'est la première série dans laquelle Robert De Niro joue le personnage principal. Cette série nous raconte l'histoire d'une cyberattaque dévastatrice qui se passe dans les États-Unis. Et on va aller chercher George Mullen, campé par un Robert De Niro qui joue un ancien président américain très populaire, qui va être tiré de sa retraite, qui va être président de la commission qui va enquêter sur donc cette cyberattaque et qui va être donc chargé de trouver les responsables de cet attentat. Alors cette série, j'en avais déjà parlé sur ma chaîne dans les séries les plus attendues de 2025, j'attendais beaucoup cette série, en tout cas rien que pour le fait que ce soit Robert De Niro qui joue le premier rôle de cette série, et pour le coup, je suis un petit peu déçu. Mais bon, j'ai vu que la série avait été pas mal défoncée en critique, je trouve que la série est quand même pas si mal que ça, effectivement elle est pas extraordinaire, et on pouvait clairement s'attendre mieux avec Robert De Niro, non seulement à la production, mais en plus au casting, mais elle est quand même pas si mal que ça. Je trouve que déjà elle parle bien de l'atmosphère qui règne en ce moment aux États-Unis, en tout cas ce qu'on s'en fait comme image et comme idée avec tout ce qu'on voit depuis en plus que Trump est revenu à la présidence des États-Unis. On voit bien que l'Amérique est assez divisée sur cette question, assez divisée politiquement, et on a l'impression qu'elle n'a jamais été autant divisée que là. Et effectivement, la série, je trouve qu'elle retranscrit bien ça. On a par exemple, après l'attaque, tout de suite deux camps qui s'opposent. On a le camp des conspirationnistes qui pensent que... de toute façon, les deux camps sont des conspirationnistes, mais on a un camp qui pense que l'attaque vient de l'intérieur et l'autre, l'attaque vient de l'extérieur, par exemple, de la Russie ou de la Chine, mais c'est principalement la Russie dont se fondent les suspicions. Donc on va demander à ce fameux retraité Robert De Niro, qui joue un ancien président, très populaire d'ailleurs, de présider une commission qui va donc enquêter sur cette cyberattaque et découvrir la vérité. Et déjà, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on nous montre bien, on nous explique bien que si la présidente est allée chercher Robert De Niro, donc cet ancien président très populaire, c'est parce que l'habeas corpus, ils ont décidé de s'asseoir dessus, ils ont décidé de s'asseoir sur pas mal de libertés fondamentales des citoyens, et rien que là-dessus, on pourrait s'arrêter 30 secondes, parce qu'on a quand même une présidente des États-Unis qui dit très clairement au personnage campé par Robert De Niro, oui, on va vous prendre vous, parce que vous êtes populaire, vous avez la confiance des citoyens envers vous, quand même majoritairement, et donc en vous prenant vous pour camper cette présidence et cette commission va pouvoir arrêter des gens un peu arbitrairement, mais comme vous avez une belle image, ça passera mieux que si on prend un gars qui est pas très aimé, voire détesté du grand public. Ouais bah ok, faisons ça, prenons cette décision ultra arbitraire de s'asseoir sur les libertés fondamentales des citoyens, et enrobons-le avec une belle image populaire et aimée du public, et ça passera mieux. C'est aussi flippant que la présidente le dise à la fois aussi clairement et à la fois aussi légèrement, comme si bon, on parlait pas grand chose quoi, on parle juste de s'asseoir sous les libertés fondamentales du citoyen. Bon, c'est pas grand chose. Et en plus, deuxième bon point qu'on peut donner à la série, donc Robert De Niro joue un personnage qui est quand même vieillissant, hein, l'acteur je crois qu'il a 81 ans, et son personnage il doit pas avoir beaucoup plus ou beaucoup moins, il doit être dans la même tranche d'âge, et donc il joue un personnage qui commence à être sacré sénile, hein, dès les premiers épisodes, on nous le montre, il entend des trucs, il voit des trucs, et surtout, il oublie des pans entiers de sa mémoire. Comme par exemple, on nous montre que, en fait, il a un espèce de majordome qui bosse pour lui, et à un moment, en fait, il y a 5 ans avant que commence la série, ils ont changé de majordome, et lui, ça, il l'a complètement zappé de sa mémoire, ce qui fait qu'à un moment, il tombe sur quelqu'un qu'il ne croit pas reconnaître, et donc il se demande mais qui il est, et quand on lui explique que, en fait, c'est la personne qui remplace la personne qui est encore dans sa mémoire, donc en fait, cette personne, ça fait 5 ans qu'il est là, mais il l'a totalement oublié, et en tant que spectateur, là, on se dit, eh ben tiens, c'est à lui qu'on a confié la présence d'une commission pour enquêter. C'est peut-être pas la bonne personne. Et le pire, c'est qu'il ne le dit pas. Il va le cacher auprès de tout le monde, le fait qu'il entend des trucs, il hallucine, voire il imagine totalement des trucs. Il y a un moment où ils sont en train de regarder une chaîne conspirationniste. Je vais y revenir d'ailleurs sur ce personnage qui tient donc une chaîne conspirationniste. Et donc à ce moment-là, le personnage joué par Robert De Niro va s'imaginer, va halluciner à avoir une conversation à travers l'écran avec le journaliste qui est en train de mener son émission de son côté. Donc quand avec ça, vraiment en tant que spectateur, ça allume tous les potards pour dire, lui, ce qu'il voit, ce qu'il entend, et ce qu'il pense être la vérité, c'est peut-être pas le bon truc. Et ça, il y a plusieurs de ces personnes dans son entourage qui vont aider, qui vont essayer de lui dire, dont sa fille et son plus proche collaborateur, qui d'ailleurs couchent ensemble. Et c'est marrant que ces deux personnages, donc sa fille et son plus proche collaborateur, c'est qu'ils vont jouer vraiment le symbole du spectateur qui réagit face aux actions que va commettre Robert De Niro. Par exemple, on va avoir sa fille qui va dire que c'est n'importe quoi et que c'est hyper critiquable de commencer à arrêter tout et n'importe qui de façon ultra arbitraire, et de l'autre, on va avoir le personnage de son plus proche collaborateur qui n'arrête pas de le défendre en disant « oui, mais bon, il trouve des justifications en fait. Il dit « oui, mais bon, on est dans une période un peu instable et que oui, effectivement, ça soit sur des libertés fondamentales, mais c'est pour aider que le pays aille mieux et pour aider à régler beaucoup de choses dans le pays. » Et en plus, le fait que ces deux personnages couchent ensemble crée vraiment une dualité sur comment l'Amérique se juge-t-elle dans ses actions qu'elle entreprend, en tout cas dans les commissions, en tout cas dans les trucs d'enquête, ou après les attentats des Twin Towers par exemple. On a vraiment le côté, parce que je vous rappelle qu'à ce moment-là, il y a le Patriot Act qui s'est déclenché et qui a fait qu'il y a beaucoup de libertés fondamentales du citoyen
qui ont été bafoués. Et donc on a eu cette partie-là du peuple qui trouvait ça hyper critiquable, et une autre qui trouvait que c'était hyper normal de faire ça. En tout cas, c'était assez justifiable. Et c'est quand même ces deux parties du peuple qui étaient fondamentalement opposées sur comment on jugeait le Patriot Act, bah, ils vivaient ensemble, et effectivement, ces deux personnages, ils reprennent un peu cette dualité. Et pour le coup, ça, j'ai trouvé ça assez intéressant que la série nous le fasse de ce côté-là. Maintenant, à côté, il y a aussi des choses assez critiquables, et le pire, je trouve, dans cette série, c'est le rythme. Une fois que le premier épisode est fini, et donc l'enquête est démarrée, lancée, qu'on a quelques suspects en ligne de mire, tout ça va ralentir un coup, on va prendre des temps de fou pour expliquer chaque truc, c'est insupportable. Par exemple, on a Robert De Niro qui va donc voir une personne qui est censée être morte dans les attentats, et il va se demander s'il hallucine ou si la personne, elle n'est pas justement, elle s'est pas fait passer pour morte, mais en fait elle est réellement en vie. Et ça va durer un épisode et demi, alors que dès le début, en tant que spectateur, on a la réponse. Nous, on nous a montré que ce qu'ils pensaient avoir vu, c'est une hallucination. Il l'a pas vu en fait. Et ce qui est chiant à ce moment-là, c'est que, comme d'habitude, Netflix ne peut pas s'empêcher de prendre le spectateur par la main. C'est qu'en montrant un personnage, le personnage joué par Robert De Niro, qui donc, on voit qu'il hallucine des choses, on voit qu'il hallucine par exemple, ça c'est très clairement admis qu'il hallucine une musique qu'il entend dans sa tête, il peut oublier des pans entiers de sa mémoire, il a oublié 50 de son majordome, donc quand même il a oublié 50 de sa mémoire. Donc on sait que, dès le premier épisode, on sait qu'on a un narrateur non fiable. Et ça, en plus, ça aurait pu être pas mal, parce que dans les fictions, et ce qu'on appelle les narrateurs non fiables, les narrateurs qu'on ne peut pas croire en tant que spectateur, ça a été fait plein de fois en série, et généralement, la plupart du temps, c'est assez fascinant à regarder. Parce que, par exemple, quand on va voir un truc, ou entendre un truc selon son point de vue, ça va toujours être mis en cause. On va se demander, mais est-ce que ça, il l'entend vraiment, ou il hallucine? Ça, il le voit vraiment, ou est-ce que c'est complètement dans sa tête? Par exemple, et ce qui est en plus super drôle, c'est que la série, elle a été écrite et réalisé par des personnes qui viennent de la série Homeland. Et par exemple, dans Homeland, ceux qui ont vu Homeland, vous savez que l'enquêtrice qu'on va suivre dans ce truc-là, c'est Carrie. Carrie qui est schizophrène, et donc il y a plusieurs choses comme ça qu'elle pense ou avoir entendu ou vu, et finalement on apprend après que c'est pas du tout vrai. Et là, dans cette série, le problème c'est qu'à chaque fois qu'on va nous montrer qu'un truc est pas vrai, on va tout de suite nous le dire dès qu'on va nous le montrer. C'est-à-dire que par exemple, il pense à un moment que tout ça est lié justement au présentateur de la chaîne complotiste qu'il est en train de regarder. Le problème, c'est que dès qu'on va soulever cette hypothèse, la seconde d'après, on va nous montrer une scène pour dire que ce n'est pas du tout vrai. On va avoir justement son plus proche collaborateur qui va aller dans un endroit, on va lui demander de montrer des fausses images, des fausses preuves à lui. Donc en tant que spectateur, dès qu'on nous présente des preuves, où on nous montre, regardez, il y a des trucs qui pensent, justement, on pense que c'est lui, nous en tant que spectateur, on sait que c'est faux. Et donc quand il prend cette décision, on sait que c'est pas la bonne. On n'a aucun twist de ce côté-là où on remet en cause, parce que quand on nous montre un truc qui hallucine, ou on nous montre qu'il fait une mauvaise action, on nous le montre dès le début que c'est une mauvaise action. Donc, par exemple, au moment où ils vont arrêter ce fameux journaliste qui présente son émission complotiste, tout est fait pour nous expliquer que c'est pas une bonne chose qu'on est en train de voir, que c'est une erreur totale. Déjà, on a le fait qu'en tant que spectateur, on sait que les preuves qu'on présente donc à Robert De Niro sont fausses. En tout cas, on a de très fortes suspicions de penser que c'est faux, parce qu'elles sont données par un gars, un espèce de mafieux, à son plus proche collaborateur qui a une pression sur lui, et donc il lui met une pression pour dire comme j'ai des choses compromettantes sur toi, tu vas lui faire passer ces images comme vraies, et tu vas lui montrer ces soi-disant preuves. Et à côté, quand il y a l'arrestation de ce mec, on nous fait une mise en scène, mais hyper triste, flippante, pour expliquer que regardez, il débarque chez lui en pleine nuit en plus on se demande pourquoi. Voilà, c'est par exemple ça que je dis que c'est incroyable avec Netflix, c'est qu'il prend la main du spectateur tout le temps pour dire voilà, ça tu dois penser ça de cette scène, et comme ça il n'y a pas de twist, tu seras jamais perdu, tout ce qu'il y a dans la série, on te dit quoi en penser. Oui, mais du coup, quand arrive l'information que c'est pas vraiment le présentateur de l'émission complotiste qui est relié à cette affaire, en tant que spectateur, on faisait bah oui, ça fait juste 3/4 temps qu'on le sait. Nous, on est juste en train de regarder un autre truc. Il y a des trucs qui arrivent, qui repartent, on sait pas vraiment comment c'est dosé, on apprend que c'est très hétérogène, les ambiances et les tons de cette série. Par exemple, je vous ai dit que donc, Robert De Niro était un personnage non fiable dans cette série, et donc il y a une scène pivot, une scène où une psychiatre va donc faire passer une espèce de test pour voir si effectivement il hallucine des trucs, et on sait dans cette scène qu'il ment. Par exemple, on a la psychiatre qui lui demande « Est-ce qu'il entend une musique ?» Et nous, on sait qu'il entend une musique. Il va lui répondre « Non ». Mais il passe quand même le test, la personne, et dit « Bon, de ce que j'ai l'air de voir, il a l'air sain. » Et donc après, fin de l'épisode 3 ou 4, les hallucinations de Robert De Niro ne reviendront plus jamais dans la série avant la fin, vraiment la toute fin de la série. Et c'est dommage parce qu'avec ça, on se dit que là, il faut qu'il y ait des enjeux avec cette problématique. Et aucun enjeu sérieux ne va arriver avec ça. Du coup, on se demande pourquoi l'avoir fait. Pourquoi avoir mis ce fusil de Tchekhov si c'est pour jamais s'en servir? Alors qu'à côté, des fusils de Tchekhov, ils en font des bons. Par exemple, on a sa directrice de cabinet, où on nous la présente tout de suite comme une personne qui a donc couché avec le président, et donc le président a trompé sa femme avec la directrice de cabinet. Et quand ça arrive, on se dit, bon,
Ça va servir à quoi? Peut-être qu'elle va essayer de relancer l'amourette qu'ils ont eu entre les deux, ou peut-être autre chose. Bon bref, en plusieurs épisodes, on se demande à quoi ça va servir l'histoire, en quoi ça va servir à un enjeu. Et vraiment, je crois que c'est l'avant-dernier épisode, ça sert, et alors vraiment, la façon dont ça sert l'histoire et ça crée un enjeu, je m'y attendais pas trop, et du coup quand ça arrive, j'ai fait « Ah, c'est intéressant, ça marche, ok, pourquoi pas ?» Donc des fusils de Chekhov qui peuvent servir pour nourrir des enjeux, ils peuvent le faire. Mais alors des fois, ils le font, et puis des fois non, tu sais pas vraiment pourquoi. Parce que je suis désolé, le fait qu'on ait un narrateur non fiable, il faut s'en servir, il faut que ça crée un enjeu, et qu'à un moment on ait une scène pivot. Et la scène pivot sur l'histoire qui va créer un climax, on l'a pas. On a une scène pivot pour nous expliquer qu'il peut tromper tout le monde et faire croire qu'il est sain, alors que nous, en tant que spectateurs, on sait qu'il ne l'est pas. Mais une scène où il arriverait à dépasser ses hallucinations, ou à bien s'en accommoder, on n'a pas. C'est vraiment, ça arrive, ça repart, et puis après, quand ça ne sert plus l'histoire, ou qu'il faut passer à autre chose parce qu'on a trop de choses à raconter, on passe à autre chose. C'est dommage. Et en plus, il y a des mises en scène héroïques. Alors peut-être que les Américains, ça marche bien chez eux, mais nous, en tant qu'Européens, surtout en tant que Français, quand on regarde ça, moi, il y a quand même des moments où la mise en scène m'a fait beaucoup rire. Je vous donne un exemple. Après que l'attaque ait eu lieu, et avant que Robert De Niro soit nommé président de la commission, il est déjà appelé, en tant qu'ancien président populaire, à venir sur les lieux de l'attentat pour un peu rassurer la population, qu'on voit qu'il est là, pour donner une bonne image. Et donc, quand il arrive sur les lieux, va avoir une espèce d'attroupement et la foule va un petit peu s'énerver parce que, bien sûr, je vous ai dit, les deux camps s'affrontent entre savoir quelle est la responsabilité du pays. Les gens pensent que d'un côté, c'est le pays qui a fait ça, enfin, c'est les États-Unis qui ont fait ça exprès pour faire une fraude à l'assurance. Les autres pensent que non, et ils commencent à se taper dessus. Et Robert De Niro arrive avec un discours qui se veut rassembleur et tout. Et pourquoi pas? Mais alors, vraiment, le truc final, c'est que le public, qui sont en totale panique, hein, ils viennent de subir un attentat, donc on peut comprendre la panique, ils l'écoutent. Et puis ils se mettent à applaudir en mode yeah, yeah, l'Amérique. Tu vois ça, tu fais non, mais c'est pas possible, les gars, on peut pas applaudir. Enfin, que le discours apaise les tensions, je veux bien, et ça marche bien, mais qu'ils se mettent à applaudir en mode ouais, make America great again. D'ailleurs, on a une même scène quelques épisodes après où justement, c'est à peu près la même scène de Robert De Niro, juste il le fait à ses équipes de la commission pour les motiver, pour leur dire ouais, on va redresser l'Amérique. Et pareil, il fait un discours, mais des phrases random pendant 20 secondes. Et pareil, on se met à l'applaudir. Toi, tu fais, hey, les gars, j'ai compris, hein, les mises en scène, elles veulent montrer que c'est hyper héroïque et ouais, l'Amérique se redresse et tout, mais ouais, c'est un peu ridicule quand même, quoi. D'ailleurs, ce qui est vraiment dommage aussi, c'est qu'on nous explique pendant des épisodes et des épisodes que Robert De Niro est un ancien président qui est vachement apprécié, vachement populaire. On nous explique jamais pourquoi. C'est vraiment dommage. On pourrait nous expliquer en 6 épisodes de 50 minutes, il y a le temps quoi, nous expliquer en quoi il est populaire, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui s'est passé, quel événement il y a eu, quelle réponse a-t-il eu à un événement, ou quel truc a-t-il fait passer comme loi ou décret, j'en sais rien. Mais expliquez-nous un minimum. Là, on sait juste qu'il est populaire, parce qu'il est populaire, rien de plus. Bon, c'est dommage quoi. Par contre, je trouve que les deux derniers épisodes, ils relèvent vraiment la série, ils offrent une plutôt bonne conclusion, ça passe quoi, c'est pas non plus, on a vu ça plein de fois, mais comment c'est fait, ça passe. Alors ok, c'est vrai que c'est pas la série de l'année, on pouvait s'attendre à mieux venant de Robert De Niro quand il est surtout à la production d'une série, mais c'est pas mal quand même. Après voilà, hein, c'est une série Netflix, hein, Netflix, à part quelques séries style Stranger Things et autres, la plupart des séries, voilà, ça passe, et un mois plus tard, on les a totalement oubliées. Là, je trouve que, dans ce qu'elle est, ça fonctionne assez bien. Et ben voilà, j'ai dit à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette série. J'ai pas grand chose à dire sur cette série parce que, bon, il y a pas mal de choses qui reposent sur les plot twists et j'ai pas trop envie de spoiler. Mais sinon, je trouve que ça allait. Bon, en 6 épisodes, bon, comme je vous ai dit, il y a une perte de rythme, mais ça va. Pour une série Netflix, ça passe. Et si vous aussi, vous avez regardé la série, que vous l'avez aimée ou pas aimée, et ben dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires, on pourra peut-être en discuter. Et pour tout le monde, et ben écoutez, abonnez-vous, likez, partagez, et à bientôt pour de nouvelles séries.